Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si maman m'avait dit. Un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Vous aviez été plusieurs, j'ai envie de dire même des milliers, à écouter et commenter notre dernier épisode, celui avec Anne-Marie. Son histoire, comme celle des autres, a retenti chez vous. Et comme à mon habitude, je tiens à vous remercier. Remercier toutes les personnes qui prennent le temps de partager le lien du podcast. Pour rappel, nos épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple ou encore la plateforme Anchor. Aujourd'hui, mon invitée est ma grande sœur Karine et j'ai hâte de vous la présenter. En tout cas, j'ai hâte qu'elle se présente à vous. Bonjour Karine. Bonjour Diane. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Alors, ça te fait quoi d'être mon invitée? Ça fait un peu bizarre, mais ça me plaît bien. Est-ce que tu as déjà écouté le podcast? Je m'en ai fait découvrir récemment. J'ai écouté le podcast de Jessica. Ouais, parler de la polygamie. De la polygamie, tout à fait. Ce que j'ai écouté m'a vraiment touché. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu également participer cette fois-ci. J'étais un peu tendu la main, mais bon, tu as accepté. J'ai accepté. Voilà. Alors, la première question que je pose toujours à mes invités, c'est de savoir qu'est-ce que tu aurais aimé, en fait, que ta maman te dise. J'aurais voulu que ma maman me dise ce que c'est que le rôle d'être aîné, c'est-à-dire le poids, la charge d'être aîné. Oui, parce que c'est pas chose facile. Je vis ça au quotidien et c'est vraiment pas facile. Surtout pour ceux qui n'ont pas le moral assez haut, ils vont baisser les bras très très vite. Voilà, donc j'aurais voulu qu'elle m'explique avant de s'en aller ce que j'allais découvrir, ce que j'allais subir durant ma vie en tant qu'aîné. Mais je suis en train de vivre ça au quotidien. Alors, est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs, dire qui tu es, quel âge tu as, tu es naturellement la première d'une fratrie de combien d'enfants Bon, je suis Elisabeth Karen Gako. Je suis l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Bon. Ma mère en a eu 3 et mon frère en a eu 2 autres après nous. Donc, moi et ma soeur Marion. Voilà, et ta soeur Marion. Donc, j'ai 36 ans et je gère une société de câblage qui m'occupe de temps à autre. Comme je l'ai dit, je suis aînée de 5 enfants. Bon, mon rôle d'aîné, c'est... Mais au-delà d'être aîné, qui tu es? Est-ce que tu es quelqu'un de sensible? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime la vie? Est-ce que tu es une bringueuse? Oui, bon, tu es une buveuse de bière? Non. En fait, beaucoup de gens me disent que je suis très calme, très posée, mais attention, si les personnes très calmes et très posées, si vous piétinez, ce serait dangereux. Bon, peut-être, c'est le cas pour moi. Je ris beaucoup. Effectivement, c'est une des choses qui me caractérise. Je ris beaucoup. Donc, je ne peux pas dialoguer avec une personne pour 5 minutes sans rire, comme là maintenant nous sommes en train de faire. Je ris beaucoup. Mais je me fâche également, mais difficilement. Je prends le temps de me fâcher. Donc, je ne suis pas impulsif, comme certains le font. Voilà. Je prends le temps de vivre avec des gens et je me fâche difficilement. Voilà, donc c'est ça. Viveuse, non. Je ne le suis pas trop, mais ça empêche, je sors quand même, je vais me détendre, je m'amuse. Mais j'ai des limites, il faut le dire ainsi. Voilà, j'ai des limites, effectivement, parce que mon rôle d'aîné m'amène à ne pas faire certaines choses. Voilà, pour ne pas montrer en même temps les mauvais exemples. À ceux qui suivent. Voilà, ceux qui suivent. Voilà. Alors, tu es né à Nubel? Non, je suis née à Yaoundé. Voilà, je suis née à Yaoundé, mais j'ai grandi à Nubel.
Donc, je suis une jeune fille de Neubel, comme on le dit. Mais généralement, quand on me voit, on ne peut pas savoir que j'ai grandi, que je suis une fille de Neubel, parce que je ne reflète pas la personnalité des filles de Neubel. Oui, j'ai grandi à Neubel jusqu'à mes 22 ans, c'est-à-dire 2018. 2008, quand ma mère est décédée. Voilà. C'est après le décès de ma mère que je suis revenue vivre, que je suis partie de Neubel pour vivre à Bédi. Chez papa. Chez papa, voilà. Donc on va rentrer dans le débat. Donc, il y a une vie entre ta naissance et... comment tu goupilles ta vie? Comment tu qualifies? Est-ce que tu te dis qu'il y a eu un avant Neubel, un avant Bédi? Est-ce que tu estimes que tu as une partie de ta vie à Neubel qui représente quelque chose et qu'ensuite il y a une partie de ta vie qui a changé quand tu es allé à Bédi, ou tu as l'impression que ta vie a été le même cycle? Non, effectivement, mon départ de Neubel pour Bédi, ça a changé beaucoup de choses en moi. Parce que à Neubel, j'étais entourée de ma famille, s'il faut le dire ainsi. Donc ma famille, ma mère, ma grand-mère, mon petit frère, ma petite soeur et la petite soeur de ma mère qui est ma tante. Et généralement, tous les vacances, congés, elle vit à Yaoundé avec ses 2 enfants. Donc, congés des congés de classe, elle était là chaque fois. Donc, on vivait en famille. Voilà. Et, comment on dit, on ne sortait pas. Nous étions toujours enfermés dans la maison. On vivait notre vie, pas cachée, c'est-à-dire, c'était la famille, quoi. Ma mère, ma grand-mère, ma tante, mes nièces et mes cousines, mon frère. Donc, nous étions tous en harmonie là. Pendant les vacances, on s'amusait, on jouait entre nous, toujours à la véranda. C'est-à-dire, il y avait des moments, ma grand-mère, elle avait ces petits moments où elle rassemblait ses petits-enfants auprès d'elle. Elle achetait il y avait ce qu'on appelait, surtout en saison pluvieuse comme maintenant, on allait au marché, on achetait le manioc. On faisait bouillon, on mangeait avec les prunes. Manioc avec des prunes bouillies aussi également. C'était vraiment bon. C'est une période de mon enfance qui me manque énormément parce que aujourd'hui je ne fais plus ça. Il n'y a plus personne auprès de nous qui nous encourage à vivre ça. Donc il y avait tellement une harmonie entre nous là-bas. On vivait et c'était bien. Chacun, il y avait le respect, s'il faut le dire, il y avait ce respect-là. Et pas de dictature. Il y avait une joie de vivre. Chacun connaissait que ça, c'est ma mère. Et pour la petite histoire, moi, je l'appelais jamais ma mère, ma maman. J'appelais ma mère par son éloge en baranté, parce que ma maman est barantée. Je l'appelais par son éloge en baranté, Missen. Pour ceux qui sont barantés sauront ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Missen, c'est une éloge. En baranté, bon, personnellement, je ne connais pas la traduction, mais c'est l'éloge en baranté. Bon, il n'y avait que ma grand-mère que j'appelais maman. C'était bizarre parce que les gens, voyons, quand je dis maman, on se disait j'appelle ma mère, pourtant j'appelais ma grand-mère. Justement parce que ma grand-mère nous a tellement couvé, aimé comme une mère. Voilà, comme une mère. Tellement, elle laissait la place à ta mère dans l'éducation ou c'était vraiment une... Elle laissait la place à ma mère, mais bon, elle était également, comment dire, ma mère était là avec nous, mais ma grand-mère était plus, je ne sais pas comment expliquer ça, il y avait cet amour-là qu'une grand-mère, quand un parent porte un enfant, un nouveau-né, le nouveau-né, cet enfant ressent la chaleur de chaque personne qui tient entre ses bras. Bon, et c'est comme ça qu'il s'habitue à cette personne-là. C'est un peu ça que nous on ressentait avec notre grand-mère. Ma mère était là, mais ma grand-mère était plus proche de nous. Elle nous portait, nous lavait, elle nous nourrissait, s'il faut le dire. Donc elle faisait tout pour nous. À la limite, ma mère, comment dire, elle laissait la place à sa mère de tout faire, dans ma grand-mère. Donc c'est pour ça que nous on a grandi, on appelait notre grand-mère maman. Et vraiment, elle était vraiment une maman. Quand elle est partie, j'ai vraiment souffert. Après le décès de ma grand-mère, j'ai vraiment souffert. Et pour comment dire, je vais vous dire aussi un autre secret. J'ai beaucoup plus souffert de la mort de ma grand-mère que de ma mère. Donc la douleur là, oui, je l'ai plus ressenti pour ma grand-mère parce que j'avais cet amour là pour ma grand-mère. Ta mère t'a eu jeune? Non, elle m'a eu à une trentaine d'années également. Pas jeune, bon, c'est pas si trentaine d'années, c'est pas trop vieux ni trentaine d'années, oui. Donc
Je crois pas. À quel moment de ta vie tu t'es sentie aînée? La première fois que tu as eu le sentiment d'être aînée? La première fois où j'ai eu le sentiment d'être aînée, je faisais la classe de première. Alors, il y a eu des petites tracasseries entre parents et tout. Ma mère, mon père et tout. Il y avait des petites tracasseries. Bon, nous, on subissait ça indirectement. Bon, indirectement ou directement, on le subissait. Je vivais ça. Et puis, il y a un matin, j'étais tellement en colère, voilà, que j'ai dit à ma grand-mère, je vais aller à Bédi rencontrer mon père pour lui dire ce que je ressens, que vraiment ce qu'il est en train de faire, ça ne nous plaît pas et tout. Bon, on parlait à mon père. Ma grand-mère m'a dit, non, Karine, calme-toi, ne t'agite pas trop. Prends le temps de réfléchir. Avec le temps, tu comprendras beaucoup de choses. Donc, ne pose pas un acte que demain tu vas regretter. Voilà. Ma grand-mère m'a tellement conseillé, je suis restée tranquille. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis fixé des objectifs. Que je vais prendre en main la responsabilité de m'occuper de mon frère, de ma soeur, de ma mère et de ma grand-mère. Parce qu'il faut le dire, ma mère ne travaillait plus parce qu'elle a fait comme formation la couture. Elle a appris en France et tout. Elle était stylisme modéliste. Bon, elle est arrivée ici et puis bon, elle s'est consacrée sur sa mère, ma grand-mère qui était aussi malade. Donc, elle ne faisait plus grand-chose. Donc, je me suis donc fixé cet objectif-là. Que malgré l'absence de mon père, je vais prendre sur moi de m'occuper de toute cette famille-là avec qui j'ai grandi, avec qui je vis. Ma mère qui ne fait rien, ma grand-mère, mon petit frère, ma petite soeur. J'étais en première, je fréquentais. Et mon père payait toujours notre école. Alors, mon objectif c'était quoi? Je m'organisais. C'est-à-dire, mon père, quand il nous donne notre argent de beignets, de taxi et tout pour aller à l'école, sur mon argent de taxi, je payais mon taxi aller. J'allais à l'école le matin. Au soir, je rentrais à pied, je gardais mon argent de taxi. Mon argent de beignet, je ne mangeais pas complètement. Je gardais. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des économies chaque fois. Et puis en fin de semaine, ça me donnait une certaine somme. Voilà. Et cette somme-là, je remettais ça à ma mère. Bon, maman, voici, tu vas essayer de faire un truc à manger pour le week-end. Peut-être si ça ne donnait pas grand-chose. Il ne faut pas croire que ça donnait 5 000, 10 000. Ça donnait le peu que ça pouvait donner. Et puis, ça contribuait à quelque chose à la maison. Voilà, donc, c'est à partir de là donc que j'ai pris cette responsabilité-là. Je le faisais. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Parce que je dis toujours surtout aux filles, pas forcément aux garçons, aux filles surtout, que la fille doit apprendre à être indépendante financièrement. Comprenez? Parce que quand tu dépends de quelqu'un, d'un homme surtout, l'homme va toujours te donner, mais un jour, pour te donner encore, il va t'avancer des mots. Il va te dire certaines choses, pas parce qu'il le veut, mais parce que peut-être il est rentré tard, c'était chaud dehors, on l'a stressé, il t'avance des mots. Tu vas prendre ça mal et tout, tu vas te fâcher, ça va créer des petites tensions à la maison. Pour d'autres personnes, quand un homme, surtout des affaires, nous les jeunes aujourd'hui, quand on a notre petite amie, on est toujours en train de demander des petits trucs. Et tout, l'homme dit, je n'ai pas, débrouille-toi. Chaque fois, on est en train de demander. Et on vous avance ces petits mots qui n'ont pas de place, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai voulu que ma mère ne soit plus trop dépendante de mon père. Tu vois. C'est-à-dire, mon père, peut-être n'en avait pas. Peut-être il en avait. Les hommes, bon, je ne vais pas entrer dans les détails de comment ça se passait entre nos parents et tout. Je ne veux pas. Mais, je ne voulais plus que ma mère vive un peu ce stress-là. Qu'il fallait absolument qu'il y ait de quoi manger pour les enfants. Il faut que ses enfants mangent, il faut que ses enfants et tout. C'était un peu compliqué. Peut-être mon père traversait des moments difficiles dans son travail et puis il n'avait plus assez de revenus, je ne sais pas. Mais nous, on vivait ça, on ne comprenait pas à l'époque ce qui se passait. Bon, c'est à partir de tout ça que j'ai pris donc des décisions personnelles que bon, pour éviter ce stress-là à ma mère, qu'elle va réfléchir chaque fois, il faut que mes enfants mangent. Il faut qu'elle aussi, il faut
Je vais donc faire ce sacrifice à chaque fois. Épargner le peu que ça va donner. Et j'ai pris donc l'habitude. Première, je le faisais. Non, j'avais mes petites stratégies. Je ne demandais pas aux hommes, déjà. Peut-être certains auront du mal à le croire, mais de toute mon année scolaire, mon secondaire, je côtoyais pas les hommes et tout pour demander quoi que ce soit. Donc je me débrouillais par moi-même, mes économies. Et puis entre nous, les élèves, on avait notre petite stratégie pour prendre de l'argent aux parents. Que ce soit sur les livres et tout et tout. Et tant de choses. Donc c'est avec tout ça là que je réussissais donc à épargner un petit truc. Et puis je donnais à ma mère chaque fois. Je résolvais certains petits problèmes. Mon père était toujours là. Il donnait ce qu'il pouvait donner. Ça ne veut pas dire que mon père ne lui faisait plus rien pour nous, non. Il donnait ce qu'il pouvait donner, mais je contribuais également. Voilà, je l'ai fait. J'ai commencé en première jusqu'à présent. Voilà, jusqu'à présent. Quand je suis partie de Neubel, après le décès de mes 2 êtres qui étaient très chers pour moi, je continue aujourd'hui à le faire. Peut-être je ne le fais plus trop parce que nous sommes auprès de notre père qui parvient à gérer nos besoins comme ça se peut. Mais il y a des moments, quand il veut faire, on dit non, on va gérer. Voilà, donc j'ai cette responsabilité. Tu as gardé les réflexes. Voilà, j'ai gardé les réflexes. Mes frères, mes soeurs, eux, ils continuaient l'école. Donc, c'était déjà habitué souvent au collège à me voir ne pas trop dépenser et tout. Bon, ils ne comprenaient pas pourquoi. Bon, en même temps, je ne pouvais pas entrer dans les détails pour raconter ma vie aux uns et aux autres d'abord. Non. Donc, c'était ma manière à moi de gérer. Bon, j'ai gardé véritablement ce réflexe-là. La preuve en est, quand j'ai eu mon bac, ma grand-mère était encore là. Bon. Mon père m'a envoyé à Dominique Savio, à l'Intec de Paris, pour faire une formation. Parce que j'ai eu un bac G2. Voilà. Comptabilité. Donc, je voulais faire expertise comptable comme formation. Mon père m'a envoyé à l'Intec de Paris, qui faisait les cours à l'époque, en cours du soir, à Dominique Savio. Bon. Mes petits sous que mon père me donnait de temps en temps, bon, tu es déjà à l'université, tu n'as plus de tenue, donc tu ne t'habilles plus comme une collégienne, tu vas te vêtir convenablement et tout. Dans les petits sous qu'il me donnait, que bon, c'est pour aller te vêtir et tout, vraiment, peut-être, si ça il va comprendre, si ça il va comprendre quelque chose. J'achetais les vêtements, mais vraiment, j'achetais pas tout. Parce que je me disais, j'ai une charge qui m'attend à la maison. J'ai ma mère qui m'attend, j'ai mes frères qui m'attendent, j'ai ma soeur qui m'attend, ma grand-mère également m'attend. Voilà, donc je n'avais pas ce réflexe de trop dépenser. Les sorties, je faisais pas, j'avais pas d'amis. Les amis, ça s'arrêtait au collège. On causait, on s'amusait, puis t'as terminé. Pas d'amis hors du collège, pas de sortie, rien. Parce que je ne voulais pas être détournée de ma mission. Tu vois? Parce qu'à un moment donné, quand on a des amis, souvent, on est aveuglé par certaines choses. Et puis, on ne fait plus ce qu'il faut. Voilà, j'avais pas d'amis. Je rentrais à la maison à le moment opportun. Et puis, bon, je continuais ma mission. Je dis jusqu'à présent. Je le fais toujours. Peut-être pas financièrement auprès de mes frères et sœurs, mais moralement, je suis avec eux. Je donne conseils, on dialogue et tout, on discute de tout et de rien. En fait, j'assume, je continue toujours dans mon rôle de grande sœur. Et avec mon père, je continue avec mon rôle de grande sœur et mère également. Oui, tu as un côté très maternel avec papa. Voilà. Il ne peut même pas te laisser. Il ne peut pas. Voilà, donc avec mon père, c'est pour ça que je dis, je donne raison aujourd'hui à ma grand-mère qui, par la grâce de Dieu, m'avait retenu ce jour-là. Elle m'a dit, ne pose pas un acte que demain tu vas regretter. Tu es encore enfant, tu sais pas trop ce que c'est que la vie pour le moment, donc calme-toi. Et effectivement, peut-être si j'avais agi ce jour-là, aujourd'hui, j'aurais regretté qu'est-ce que j'ai eu à faire et tout.
Mais aujourd'hui, avec mon père, on nous qualifie souvent pour nos voisins qui nous connaissent. Certains vont m'écouter, ils se disent qu'ils me qualifient de mari et femme avec mon père. Parce qu'il y a tellement une harmonie, une entente entre nous. Quand on dialogue, on ne sait même pas que c'est mon père et juste sa fille, non. Tu es sa business partner. Voilà. Il me demande conseil, je lui donne mon point de vue. Et moi également, je discute avec lui sur tous les plans. Et puis on avance. Je suis toujours là au petit soin pour lui. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Tu as mangé quoi aujourd'hui? Quand il se sent mal. Donc, c'est un peu ça ce que je vis ensuite, depuis la classe de primaire jusqu'à présent. Donc, ça fait des années. Il y a eu un moment quand même clé qui m'a beaucoup marqué, en tout cas quand j'étais un peu plus jeune. C'est quand tu as décidé d'élever la fille de notre sœur Christelle. Oui. Donc ta petite sœur, mais moi c'est mon aîné de 1 ou 2 ans. Qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui t'a fait faire ce choix? Et voilà, comme je le disais tantôt, mon rôle de grande sœur. Ma petite sœur et moi, nous avons grandi en amour, dans un cercle familial. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ma mère, ma tante, mes cousines, ma grand-mère et tout, mon petit frère était là. Bon, j'ai pris sur moi de les encadrer depuis la classe de première. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on causait, on riait. Donc, il y a eu cette harmonie-là. Alors, quand je me rends compte que ma petite sœur, après son bac, 3 ans, elle préparait, elle était déjà en 3e année licence pour la médecine. Bon, elle conçoit. Alors, généralement, quand un parent apprend ça, il s'agite. Tu vois, oh, elle va plus, l'école est finie, elle sera embrouillée et tout, ça va vraiment. Le parent qui met son espoir sur son enfant parce qu'il veut que l'enfant demain soit quelqu'un. C'est-à-dire, soit la formation qu'il est en train de faire aboutisse demain là. Mais quand le parent se rend compte que, ouais, voilà l'enfant, elle a porté la grossesse, oh là là, je sais pas, elle va perdre peut-être 1 année, elle va perdre 2 années, le temps de s'occuper de l'enfant et tout. Le parent est déboussolé. La jeune fille également, elle est un peu perdue. Elle ne sait pas trop quoi faire et tout. Elle peut être amenée à prendre des décisions drastiques. Je sais pas. Quand elle dit décision drastique, c'est l'avortement dans cette situation-là. Or, chez nous, nous avons grandi dans un concept, pas d'avortement. Ma grand-mère nous a toujours dit ça. Contre l'avortement. Au point où ma grand-mère nous disait souvent, si dans vos marches, que vous êtes à l'école ou bien vous concevez un jour, je ne veux pas qu'on vous influence dehors que l'avortement. Concevez, gardez la grossesse, venez me donner, je vais garder l'enfant, vous allez continuer ce que vous avez à faire. Tu vois. Donc notre grand-mère nous a inculqué ça depuis notre bas âge. Alors quand ma petite soeur m'appelle, j'étais la première qu'elle appelle, elle me dit, Karine, je suis enceinte. Je dis, mince. Ah bon, elle dit oui. Je dis, ok. Elle était agitée, je dis que calme-toi, c'est pas grave, on va gérer. J'appelle mon petit frère, on en parle. Et puis, comme je dis, nous avons grandi en harmonie, mon frère, ma soeur et moi. Mon frère et moi, on appelle notre père rentre du travail le soir. On le fait asseoir au salon. On cause comme des personnes adultes. Puisque nous tous on avait déjà le bac et tout. On dit, papa, comme tu vois, Christelle est enceinte. Et comme je le disais tout à l'heure, mon père, il était en train de voir comment ma petite soeur, son école est terminée, alors qu'elle fait médecine et tout. Je lui dis, ok, je vais d'abord aller voir ma soeur. Et puis on va en parler. Mon père était toujours agité. Je voyais comment mon père réfléchissait de son côté. Quand j'arrive, je vois ma petite soeur. Elle aussi, elle est un peu... Je lui dis, bon, tu sais, c'est pas grave. Tu vas garder ta grossesse et je vais m'occuper de ton enfant. Tu vas continuer l'école. Tu es en licence. Dès que tu as ta licence, il te reste encore quelques années, tu finis ta formation de médecine. Il ne faudrait pas que quelque chose vienne entraver. Ce sont les choses qui arrivent entre nous les jeunes, qu'on a des amis et puis bon. Donc, il ne faudrait pas que ta formation s'arrête en si bon chemin. Ma soeur me dit, Karine, c'est vrai, oui, je vais m'en occuper. Alors je rentre, ce doigt-là, je dis à mon père, je vais m'occuper de l'enfant qui va naître. Je vais prendre ça sur moi. Mon père me dit, non, est-ce que tu es sûr, tu ne pourras pas et tout. Je dis que non. Dans la vie,
quand tu te fixes effectivement des objectifs, quand tu as déjà une pression, pas une pression, tu as déjà mis dans la tête que ceci c'est une charge pour moi et tout, tu fais tout pour couvrir cette charge-là. Ça sera difficile, mais tu y arriveras. J'ai dit à mon père, non, ça ne va pas me dépasser. Je vais le faire. Alors, ma petite soeur, elle a accouché en décembre, pendant les congés de fin d'année. Et ensuite, elle est repartie continuer ses études. J'ai pris son enfant. Bon, elle m'a laissé son enfant à 2 semaines de naissance, puisque les 2 semaines de congé, après les 2 semaines de congé, elle est partie. J'ai pris dans la petite à 2 semaines de naissance. Je l'ai élevée jusqu'à présent. Et sa fille m'appelle maman. Tu vois. Je suis en même temps heureuse parce que grâce à ma petite soeur, j'ai une personne qui m'appelle maman parce que j'ai pas d'enfant. Oui. J'ai une personne auprès de moi qui m'appelle maman. Maman, je peux, maman. Même à l'école, on sait que je suis la maman de telle. Je suis la maman, c'est pas que je suis la tante. Bon, je suis un peu heureuse. Je suis heureuse de tout ça là. Et ma plus grande joie a été quand ma petite soeur m'appelle, elle me dit, Karine, je suis médecin. Tu vois, je me suis dit, merci Seigneur, finalement, mon sacrifice, ça fait été pour rien. Ma petite soeur est médecin. Voilà, j'ai permis qu'elle continue son école. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis avec sa fille, hein. Elle est venue, elle est là. Elle est revenue s'installer justement au Cameroun. Oui. Je me suis demandé comment ça s'est passé. Parce que quand tu... Bon, elle est revenue, je crois, entre-temps 2 fois, non, 2-3 fois. Oui, elle est venue, non, une fois avant de revenir définitivement. Voilà. Et je me suis dit, comment aujourd'hui, quand elle vient, parce que Logan, elle a quand même été élevée par toi. Oui. C'est-à-dire que c'est quand même ton caractère, ça va être ta manière de voir la vie, tes valeurs. Toi, tu es plus calme. Sa maman est plus fighter. Oh, ouais. Elle est plus fighting, elle est plus fighter. Oui. Comment tu observes ça? Parce que tu as été maternelle vis-à-vis de ta soeur, Christelle. Tu as été maternelle vis-à-vis de ta nièce qui est comme ta fille. Oui. Donc aujourd'hui, tu observes aussi comment Christelle, en tant que maman, essaie d'avoir une sorte de leadership maternel vis-à-vis. Comment tu... De Logan. De Logan. Bon, comment tu gères ça? Je gère ça, comment dire, très bien, s'il faut le dire. Oui, très bien. Parce que il y a des moments, je laisse Christelle faire. Tu vois. Je laisse Christelle faire avec Logan. Donc, elle dit, Logan, ne fais pas ci, Logan. Et Logan sait qu'elle a 2 mamans. Hein. Logan sait qu'elle a... Je n'ai jamais éloigné ma fille qui est ma nièce. En fait, moi, je l'appelle jamais nièce. C'est ma fille. Je ne l'ai jamais éloignée de sa véritable maman. Même pendant que sa mère était à l'étranger en train de fréquenter, de temps en temps, je lui envoyais les photos de sa fille. J'appelais souvent sur WhatsApp. Elle causait avec sa fille. Elle s'amuse. Elle sait qu'elle a 2 mamans. Alors, quand Christelle revient définitivement, les premiers jours, dans les premiers mois, Christelle a voulu... essayer d'être cette mère-là qui n'a pas été auprès de sa fille. Donc, elle choyait Logan et tout. Bon, je laissais faire. Parce qu'elle n'a pas été là pendant l'enfance de Logan. C'est pas... Alors, Christelle, elle était auprès d'elle. Elle chouchoutait et tout. Mais avec le temps, elle a compris que... pour élever un enfant, c'est pas toujours des chouchous et tout. Attention. Donc, aujourd'hui, là, maintenant, elle est en train d'imposer un peu une certaine discipline à Logan, tu vois. Et Logan est en train de s'adapter. Ça me fait souvent mal de voir comment on punit Logan et tout. Ça me fait mal, mais je permets ça parce que je dis, c'est sa maman. Elle doit aussi avoir sa part d'éducation sur elle. Oui, elle doit avoir sa part. Je ne peux pas venir monopoliser. Je l'ai fait, je l'ai aidé, moi je n'appelle même pas ça une aide. J'ai voulu que ma soeur finisse ses études. C'est pour ça que j'ai fait ça. Bon, maintenant... Mais ce que tu ne dis pas, c'est qu'en le faisant, tu as décidé d'arrêter tes études à toi. Oui, voilà. J'ai arrêté mes études. Et c'est vrai que avant même la naissance de Logan, j'avais déjà arrêté mes études. Tu vois, j'ai arrêté mes études après la mort de ma mère. Parce que ma grand-mère est morte quand j'ai eu le bac. Et ça m'a vraiment fait très mal parce que quand j'ai eu le bac, ce bac-là, je dédiais ce bac-là à ma grand-mère. Tu vois, parce que chaque fois, elle souhaitait tellement que j'ai le bac. Parce qu'elle avait une vision de ma vie. Elle se disait qu'après le bac, ouais, sa fille va faire telle chose, sa petite fille va faire telle chose. Et demain, elle sera là pour l'encourager. Elle était tellement... Chaque fois, elle me motivait.
étudie. Ne regarde pas les hommes dehors, s'il te plaît. Laisse-moi les affaires d'homme, concentre sur tes études. Étudie. Je veux que tu aies le bac. Alors, quand j'ai eu ce bac, les résultats sont sortis en août. Non, oui, juillet, août. Et ma grand-mère est décédée en octobre. Tu vois, 2 mois après, un mois de la rentrée universitaire. Elle était contente? Très contente quand je suis revenue avec mon bac. Mais malheureusement, elle était déjà malade et puis donc elle n'avait pas cette force de jubiler avec moi. Bon, moi je me disais, bon, il y a l'âge, malgré le fait qu'elle soit malade, peut-être elle va se rétablir et puis on va bien s'amuser et tout. Bon, après elle a rendu l'âme. Ça m'a vraiment secoué et puis je me suis dit, Seigneur, pourquoi? Pourtant, je faisais la fierté de ma grand-mère avec cet examen et tout. Elle m'encourageait. Bon, j'ai continué mes études après sa mort. Comment ça s'est passé ta période de décès justement de ta grand-mère? Elle disait de quoi? Ma grand-mère était âgée. Personnellement, je pourrais pas te dire de quoi elle était décédée parce qu'elle avait des petites maladies et tout. Je pourrais pas te dire exactement. Vraiment, je sais qu'elle avait des problèmes aux pieds, des pieds qui gonflaient. À l'époque, là, on appelait ça éléphantasie. Éléphantasie. Voilà, oui. Elle a vécu avec ça déjà. C'est pour ça que ma mère s'occupait même d'elle déjà. Quand elle est revenue au Cameroun, ma mère était concentrée sur elle parce qu'elle n'avait plus trop sa mobilité comme avant. Voilà, donc, après ça, elle est partie. Et pour la petite anecdote également, moi je crois que j'ai été aussi motivée par ma grand-mère sur mon rôle d'aîné, tu vois. Parce que je crois que c'est 3 mois ou 4 mois avant le décès, non, 2 mois avant le décès de ma grand-mère. Elle me fait appel, puisque je vivais déjà à Bédi. Elle me fait appel, elle demande à ma tante de m'appeler, de venir la voir. Je viens. Bon, elle n'avait plus, comment elle était fatiguée par la maladie et tout. Alors ma grand-mère me dit, Karine, tu sais, avant de me dire même, elle me dit, je ne me suis pas encore lavée depuis le matin. Je dis que ouais maman, moi j'appelais maman, je dis que maman, ouais, pourquoi Miss Sen qui est ma mère et elle là, ma tante, tata est là, elle pouvait te laver. Je dis que non, j'ai pas voulu que les deux là me touchent, je veux que ce soit toi qui me lave. Voilà, je l'ai lavé, elle me dit je voudrais manger. Je dis que ouais, tu veux manger quoi? Il y a à manger, je dis que non, prépare-moi à manger. Tu veux manger quoi? Et ma grand-mère, comme chez nous les Valentins, on aimait trop de viande, trop la viande, trop. Alors elle me dit, je voudrais fais-moi un plat de. Elle a visité le condré viande, je sais pas quelle mais elle a passé. Alors je suis allée au marché à la gare de Nebel, j'ai fait le marché, j'ai préparé la manger avec une bouteille de coca et ma grand-mère adorait vraiment le Coca-Cola. Voilà. Après tout ça, le soir, quand je lui dis, je veux déjà rentrer, elle me dit, Karine, tu sais, je lui dis non. Elle dit, si je pars aujourd'hui, je te confie tous ces enfants. Tous ces enfants, ça dit mon petit frère, ma petite soeur et mes 2 cousines, les enfants de ma tante. Elle me dit, je te les confie. Ne regarde pas trop ce que ta mère ou ta tante vont rester faire derrière. Mais sache que ces enfants sont sous ta responsabilité. Ne les abandonne pas. J'ai dit, ok maman, j'ai compris. Bon, elle me l'a dit comme ça. J'ai dit que oui, j'ai compris. Ne réfléchis pas. Tu as dit que non, n'oublie pas. J'ai dit oui. Bon, c'est malgré le fait que j'avais commencé en première, peut-être c'est le fait qu'elle m'a vu s'occuper depuis la classe de première, qu'elle s'est dit qu'avec toi, il serait en sécurité. Voilà. Et en me disant ça, peut-être se disait que bon, nous les jeunes, quand on arrive à un stage, on rencontre des hommes, des amis, et puis on nous détourne et tout, on oublie ce qui est important. Bon, elle me l'a dit, j'ai dit que j'ai compris maman, je vais le faire. Bon, donc c'est comme ça que j'ai continué, mes cousines, même quand ils étaient à Yaoundé, chaque fin d'année, je les faisais des petits cadeaux, j'expédiais. Chaque fois, on s'appelle, en une semaine, j'appelais au moins 2 fois. Comment vous allez? Même ma tante, comment tu vas et tout, on discutait, donc j'ai gardé ça. Bon, donc, c'est un choix de vie. Donc, je ne regrette pas aujourd'hui. Hein. Non. Oui, parce que la question, c'est souvent de savoir est-ce que ton rôle aujourd'hui en tant qu'aîné, c'est un choix assumé ou c'est un choix subi? Non, c'est un choix assumé, vraiment. Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce qu'à un moment, je t'ai demandé, est-ce que je suis en train de vivre ma vie? Est-ce que c'est la vie que j'ai choisie? Oui, effectivement, je me pose souvent cette question.
Et certaines personnes qui vivent cette vie seront amenées également à se poser ces questions. Surtout quand, peut-être, je sais pas, ne crois pas toujours que c'était parfait entre nous, hein, entre mon frère, ma soeur, ou bien ma mère, ma tante, ma grand-mère, il n'y avait pas de discussion, d'engueulade et tout. Non. Non. Il y avait des moments où on se chamaillait et tout. Et généralement, c'est quand il y a ces petites discussions-là que tu commences à te remettre en question, tu te demandes, pourquoi est-ce que j'ai commis une erreur à me consacrer sur tout ça là? Est-ce que tu te remets en question, tu vois? Ça m'arrivait souvent. Mais avec le temps, j'ai compris que j'ai voulu ça. J'ai choisi ça. Et je ne regrette pas aujourd'hui, vraiment. Je ne regrette pas parce que mon petit frère aujourd'hui, il est informaticien et il travaille, il est à Lyon. Ma petite soeur, elle est médecin. J'ai pris sur moi certains coups, s'il faut le dire ainsi, pour leur permettre d'avancer. Malgré que moi, j'ai eu à arrêter mes études, que j'aurais pu être aujourd'hui expert comptable. Mais ça ne me dérange pas trop, vraiment. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de vie. Je sors, je vais me détendre, je m'amuse, je ris, je dialogue avec qui veut m'entendre. Mais j'ai des limites, tu vois. Et je m'étais également fixé des limites à ne pas franchir étant jeune. Parce que je ne voulais pas montrer de mauvais exemples à mon entourage. Tu vois. Que peut-être je suis en train de papillonner dans ma homme et tout. Peut-être en faisant ça, ma petite soeur va copier sur moi. Ou bien mon frère va copier sur moi. Peut-être en faisant ceci, ils vont copier sur moi. Non. Ben, c'était très linéaire. C'était très droite. Voilà. Tu te donnais le choix d'être droite. Mais je ne suis pas parfaite. Il faut oui, pas mais paradoxalement, à l'école, quand j'étais au collège, tu as souvent redoublé, non? Ah, mais bien sûr. Alors... bien sûr. Tu redoublais pour que derrière aussi tout le monde redouble. Non. Justement, donc, non, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas parfaite. J'ai redoublé pendant. Ceux qui me connaissent savent bien. J'ai redoublé. Ouais. Ah oui. Et donc, c'est après ça que, comment dire, quand je dis c'est en première que j'ai pris la décision d'assumer mon rôle d'aîné, c'est ma deuxième année de première. Tu vois, parce que ma première année, j'ai été un peu traumatisée. Tu vois, j'ai eu mon BPC une seule fois. Je l'ai fait une seule fois. Mais en première, c'est où les petits problèmes ont commencé. Et puis bon, je vivais ça. Et tout. Ça m'a un peu... Est-ce que ça veut donc dire qu'à un moment, entre guillemets, nos parents ne t'ont pas protégé? Parce qu'on dit que des fois, les parents, l'idéal, c'est d'avoir leurs problèmes à l'extérieur de la maison. Mais si toi, tu as eu accès à ça, ça veut dire que les problèmes étaient dans la maison. Tu sais, ici chez nous en Afrique, vraiment, il ne faut pas se mentir, les enfants subiront toujours les problèmes des parents. Toujours. Parce que je connais des amis et tout qui se chamaillent. Les enfants, même s'ils sont dans la chambre, ils écoutent. Ne vous dites pas que quand vous vous chamaillez, les enfants sont enfermés dans la chambre, ils ne comprennent pas. Ils écoutent. Quand le parent, le père découche, l'enfant remarque. Ainsi de suite. Il y a des petits trucs. Et puis, ça marque cet enfant-là. Oui, bon, moi, je dis... Ça m'a, quand je dis traumatisé, c'est pas si peut-être c'est un bien grand mot. Parce que je ne vivais pas avec mon père. J'ai pas vécu. Mon père vivait à Bédi. C'est donc le sentiment que ta maman te laissait transparaître. Voilà. Donc voilà. Le fait que maman était triste chaque fois. Tu vois, elle était tout le temps en train de réfléchir. Et ça m'affectait effectivement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, et ça m'a un peu perturbé. Entre guillemets, mon père va écouter ça. Papa attend l'épisode aussi. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Il va écouter ça. Donc, ça m'a un peu perturbé, entre guillemets. Oui, durant ma classe de première, beaucoup de personnes, même mon frère et ma soeur ne savent pas ça, que ça m'a dérangé. Mais quand je voyais ma mère triste, chaque fois, en train de réfléchir et tout, je me suis donc fixé les objectifs.
je me suis fixé une ligne de vie. Oui. Que jamais dépendre d'un homme. Franchement. Financièrement. Jamais. Je dois tout faire pour ramener ne serait-ce que 10 francs à la maison. Garder 5 francs pour moi et peut-être mettre 5 francs dans le pot commun. Voilà. Pour que les 5 francs que j'ai gardés pour moi, si je demande à mon homme que j'ai besoin, il me dit j'ai pas d'argent. Une fois, 2 fois, je sais que j'ai mes 5 francs que j'ai gardés quelque part là. Je prends d'abord, je l'utilise. Le jour où il sera de bonne humeur, qu'il en aura, bon, il pourra me donner et puis je vais remplacer. Donc c'est le vécu de tout ça là qui m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui. Alors, quels sont les 3 moments forts qui t'ont rendu fier? C'est quand Christelle est devenue médecin, voilà. Quand Larry est devenu un brillant informaticien, notamment à Lyon aujourd'hui. Quel est le 3e temps fort, selon toi? Le 3e temps fort. En tant qu'aîné. En tant qu'aîné. C'est le fait d'avoir mon père encore près de moi. Tu vois. Effectivement, ce monsieur, on dit tout souvent, chacun commet des erreurs dans la vie, hein. Beaucoup d'erreurs. Et c'est avec le temps qu'on se remet en question. Voilà, on se remet en question et puis on ne peut plus revenir dans le passé pour arranger ce qui a été défait. Voilà. Aujourd'hui, ce monsieur qui est mon père, vraiment, je suis prête à tout pour lui. Il faut le dire, je suis vraiment prêt parce que je n'ai plus, c'est mon seul parent qui me reste sur terre et j'ai pas envie de le perdre en me disant que c'est une négligence de ma part. Donc j'ai pas été présente pour lui. Donc peut-être en sortant pour aller faire mes enjoyments avec mes autres études, il est resté là, il a eu un malaise et puis j'étais pas à côté de lui pour peut-être pour soulever ça, bien pour lui donner le verbe qui aurait pu lui sauver la vie. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu te mets de la pression? Non. Vraiment, je me mets pas la pression parce que je suis pas enfermée, hein. Non, je dis encore, je sors me détendre quand je peux, quand je veux. Mais j'ai mes limites. Et pour la petite histoire également, quand je sors, je dis à mon père, je sors aujourd'hui, je vais me balader là et tout. Il dit ok. Je lui dis où je vais, mais souvent je ne dis pas avec qui je vais. Ça, il n'a pas besoin de savoir. Voilà, il n'a pas besoin de savoir. Je lui dis où je vais. Et puis je lui dis, si tu as un souci, tu m'appelles, je reviens. Tu comprends? Parce que certains vont se dire, quand bon, je suis sorti. Je ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Non. Moi, ce monsieur, non. Je ne voudrais pas que quelque chose lui arrive, là maintenant. Je voudrais qu'il soit encore parmi nous des années, qu'il puisse profiter au maximum de la réussite de tous ses enfants. Peut-être moi, je ne sais pas, parmi ceux qui ont réussi, peut-être comme d'autres l'imaginent, mais je voudrais qu'il profite de la réussite de ses autres enfants, que ce soit toi, Diane, Larry, Christelle, Marion, que demain, là, quand mon père est assis, il voit tous ses enfants auprès de lui. Et puis, qui se dit que oui, je suis fière d'être papa. Oui. Et il doit profiter de tout ça. En quoi ce que ta maman aurait pu te dire t'aurait aidé durant tout ton parcours d'aîné? Oui, ça aurait pu m'aider à... Parce que ta maman est née aussi, hein? Oui, ma maman est née. Oui, elle est née. Ça aurait pu m'aider parce que elle a vécu ça un peu avec sa mère. Tu vois, elle s'est privée de sa vie. Elle ne sortait pas. Elle n'allait nulle part. Elle était auprès de sa mère, malade et tout. Ma tante était là, sa petite soeur. Mais ma tante n'était pas trop... Elle était impliquée, mais pas trop comme ma mère. Bon, si ma mère m'avait dit que, bon, Karine, vraiment le travail que j'ai envie de faire avec ta grand-mère ici, là, c'est un travail pénible, mais je le fais quand même parce que c'est mon rôle d'aîné. Je ne dois pas regarder ce que ma petite soeur est en train de faire. Certes, ma petite soeur est là, qui est ma tante, elle est là, elle contribue, elle achète des médicaments, elle fait. Mais pour un malade, pour une personne malade, le garde malade est très important par rapport à celui qui est à distance, qui envoie de l'argent pour acheter des médicaments.
parce que le garde malade subit le stress, la douleur et tout. La bonne humeur, la mauvaise humeur du malade. Tu vois. Et c'est ce que ma mère vivait avec ma grand-mère. Donc, si à l'époque, elle me parle, je voyais ce qu'elle faisait. Bon, ça m'a marqué. Mais si elle m'avait dit, en ce moment-là, que Karine, vraiment, le travail que je fais là, ce que je suis en train de faire avec ta grand-mère, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de m'occuper d'elle. Et souvent, un de ces 4 matins, tu te retrouves que ta propre mère te dit, oh, tu me déranges, donne-moi ceci, quand tu ne donnes pas, elle t'avance les mots. Et puis, tu cherches à regretter un peu le sacrifice que tu es en train de faire pour elle, mais tu ne le fais pas. Tu restes calme, tu digères, mais tu continues ton travail. C'est compliqué, mais il faut le faire. Si elle m'avait expliqué, peut-être aujourd'hui, les petits regrets que j'avais souvent, je ne les aurais jamais eu. J'aurais continué en me disant que c'est les choses qui arrivent quand on choisit d'assumer une charge. Quels sont les regrets que tu as souvent eus, qui sont souvent intervenus au long de ce cycle-là que tu vis? Quels sont les regrets? Parce que moi, je t'ai souvent dit, moi j'ai une cousine du côté maternel, et chaque fois que je la vois, je trouve aujourd'hui qu'à 42 ans, elle est devenue un peu aigrie. Ça n'a jamais été quelqu'un de fêtard, ou qu'elle est sortie, qu'elle est bringuée, mais je pense qu'elle aurait voulu construire sa vie. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, toi, tu penses à construire ta vie? C'est-à-dire, est-ce que la question d'avoir des enfants s'est posée déjà? Est-ce que tu y penses? Ou finalement, tu te dis, de toute manière, à la fin de la journée, mes neveux, mes nièces sont mes enfants et c'est pas grave? Faut répondre d'abord aux regrets, ne le pas. Faut demander les regrets. Ça, c'est pour te laisser le temps, la possibilité de trouver tes réponses pour répondre après. Les regrets que j'ai eus pendant toute cette période-là, je sais pas. Peut-être c'est quand on a eu souvent des petits moments d'engueulade. Mon frère, ma soeur souvent. Donc, on se chamaillait et puis quand je donne mon point de vue sur quelque chose, et puis il ne fait pas. Peut-être que j'ai pas raison, mais j'aurais voulu qu'il essaye d'abord. Il dit non, je fais d'abord ce que je pense et puis après je reste et dis que Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que je m'obstine à vouloir aller quelque part? Oui. Peut-être vaudrait mieux que je laisse. Ils font ce qu'ils veulent. Après, je reste, je dis que quelques temps après, 2 jours après, quand je suis dans ma chambre seule, je me remets en question et puis je reviens à des meilleurs sentiments. Et puis je me suis également mise en tête que je suis croyante, mais pas peut-être quand je vais parler de Dieu là maintenant, c'est tellement se dire que peut-être celle-là est dans une église éveillée et tout. Qu'elle est dans une église éveillée, peut-être c'est ça qui passe qu'elle est... Non, je suis catholique, je vais pas à l'église, mais je prie beaucoup à la maison. Alors je me suis dit dans mon fort intérieur, pour continuer dans ma mission, que dans la vie, Dieu te donne un fardeau. Quand tu as un fardeau, Dieu te donne ce que tu sais il sait que tu peux porter. Oui. Alors aujourd'hui là, je continue dans ça parce que c'est que je peux y arriver. Avant je regrettais. Je vais pas vous mentir, je regrettais. Souvent donc j'avais tellement mal quand je voyais peut-être mon frère qui avec son père qui est en train de discuter. Ça ne manque pas. Vraiment, il ne faut pas vous dire que entre enfants et parents, c'est toujours parfait. Il y a des moments, les parents et enfants se chamaillent et tout, parce qu'il y a mal entendu. Alors quand je vivais ça, je disais à mon frère, ouais, non, arrête, ne dis pas ça, fais comme ça. Mon frère dit que vraiment, ton père, discussion. J'étais toujours au milieu pour qu'il l'entende. Mais quand tu te rends compte que chacun est focalisé dans son point de vue, et tu es au milieu, qu'est-ce que tu fais? Je dis que Seigneur, pardon, vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce que je m'obstine à faire ça. Pourquoi tu donnes des conseils à quelqu'un, il ne veut pas écouter. Je sais pas, ça me fatigue déjà. Bon, après je reviens, je dis, non, on ne m'a pas imposé ça. J'ai choisi. Alors si j'ai choisi, autant aller jusqu'au bout. Oui. Est-ce que c'est la foi qui t'a permis de tenir tout ce temps? Est-ce que ça t'a permis de tenir la pensée de ta maman, la pensée de ta grand-mère? Qu'est-ce qui te permet de tenir? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que je me dis et je garde dans ma tête que Dieu te donne un fardeau qui sait que tu peux porter. Voilà.
si quand ça te dépasse vraiment, on ne peut pas te donner une charge que tu ne peux pas t'en sortir avec. Tu vas, avant d'arriver au milieu même, tu vas abandonner. Mais si tu as traversé le milieu et que tu continues toujours, parce que moi je dis, je suis arrivée presque à terme. Oui, parce que là... De ma mission. Oui. C'est ça que j'allais te dire. Terme, parce que ma petite soeur, elle est aujourd'hui médecin. Mon frère, il est déjà positionné et tout. Donc, mon rôle de grande soeur n'est plus trop comme avant. Je suis toujours avec eux parce que on discute ensemble. Je leur donne des conseils. On dialogue. Ton point de vue, tu penses que je peux faire comment et tout. Je donne mon point de vue et tout. Mais ce n'est plus trop... comme avant. Voilà. Il y a moins le rapport maternel. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus voilà. Donc, si je suis arrivée jusqu'au bout, c'est que c'était vraiment un truc qui était fait pour moi. Donc, je compte bien avoir... Revenons donc à ma question d'avant, oui. Oui, je voudrais bien avoir des enfants. Quels sont tes rêves donc Oui. Est-ce que maintenant tu te sens prête à entamer un nouveau chapitre de ta vie? En fait, je me sens prête depuis. Tu comprends? C'est pas parce que j'ai élevé la fille de ma petite soeur que ça m'a empêché d'avoir des enfants. Hein. Oui, mais est-ce que tu es prête à avoir des enfants, avoir un mari par exemple et sortir de ton cocon familial? Oui. Et effectivement, pour la petite histoire, ça mon père, il va écouter beaucoup de choses aujourd'hui. Pour la petite histoire, j'ai eu des amis, garçons. Alors, il y avait un parmi eux que je fréquentais. Chaque fois qu'on était ensemble, qu'on sortait et tout, je lui parlais toujours de mon père. Je parle toujours de mon père. je dis, ouais, mon père à la maison, oh là là, il n'a pas encore mangé. Il faut que je rentre vite. Mon père, ma soeur et tout, mon frère, ouais, oh là là, il est. Alors, il me dit un jour que, ouais, je dis, on ne rit pas. Je dis, pourquoi dans toutes nos conversations, il y a toujours le nom de ton père qui intervient. Je lui fais comprendre que tu sais, ce monsieur qui est mon père là, ce qu'il a fait pour moi, après, pas dans ma tante, pas dans mon enfance, il était présent pour moi quand j'étais enfant et tout, il était là, mon père était là. Mais ce qu'il a fait pour nous et pour moi, au point où tu me vois debout là maintenant, là, tu es fier de marcher avec moi là. Non, s'il te plaît, mon père, c'est mon premier mari. Oui, et souvent sur mes statuts, les publications Facebook, quand je lui suis joyeux anniversaire, je dis que j'ai mon anniversaire, mon premier mari. C'est mon premier mari parce que lui là, non. Et vraiment, je ne peux pas imposer à un homme d'accepter ça. Mais je voudrais amener cette personne amener cet homme à comprendre que j'ai grandi dans un environnement. C'est adjoint ma famille. Et savoir gérer sa future famille, je crois que ça commence par le fait de savoir gérer d'autres familles, dont ses frères et sœurs. Tu vois, aujourd'hui, ce serait plus trop pénible, je pense, sauf si quelque chose vient changer plus tard, mais ce serait plus trop pénible pour moi de gérer mon foyer. Ou mes futurs enfants. Il faut donc qu'on te trouve un appartement vers Bédi là. Il faut pas que tu sois là de ton pâté. 500 mètres à pied là. C'est pourquoi parler, peut-être. Ça peut se faire. Peut-être. Ça fait loin de lui. De temps en temps, j'appelle, tu vas bien, tu as mangé et tout. Et bon, ça peut arriver. Bon. Ou bien alors, celui qui va accepter de me prendre va aussi m'accepter avec mon père à côté. Oui. Dans sa petite chambre. Oui, dans sa petite chambre. C'est des âgés. Il faudrait qu'il soit là à côté. Que chaque fois, il doit m'assurer qu'il va bien et tout. Bon, donc, c'est les choses qui font ma personnalité aujourd'hui. Vraiment. Donc, c'est difficile pour moi de changer beaucoup. J'ai une belle sœur, Justine. Elle est venue me tirer de la maison plusieurs fois. Karine, on sort, laisse ton père tranquille, elle a fait sa vie. Alors, sort de la maison. Donc, et c'est comme ça que je sors. On va s'amuser, on va en boîte, on rit. Mais, dans ma tête, je sais que j'ai une responsabilité qui m'attend à la maison. Avant de sortir, il faudrait que je m'assure que ce que j'ai laissé à la maison ne manque de rien. Mon père, il a un repas qu'il pourra manger plus tard. Ma fille que j'ai laissée,
elle pourra, peut-être elle a fait ses devoirs, ou bien elle a de quoi manger et tout, ainsi de suite. Là maintenant je vais m'amuser, et puis je reviens, ainsi de suite. Donc c'est ça. Quel regard tu penses que papa a sur ça? Je sais pas si ça va, je n'ai jamais discuté de ça avec lui. Est-ce que tu as essayé de voir? Parce qu'au-delà de la fierté, est-ce que tu penses que lui, il regrette de ne pas te laisser? Parce que papa, il va jamais te laisser. Il va tout faire comme si il ne voit pas que tu es sa première femme, que tu es ton premier mari. Il va toujours jongler comme ça. Mais c'est pas sûr que lui-même soit prêt de te laisser. Je sais pas. À partir de mon mari, il va mettre dans la dot. Mettez-moi une chambre à disposition. Je sais pas. Quel regard, je sais pas trop. Est-ce que tu dirais que le fait d'être aîné t'a rapproché de ton père? Finalement, est-ce que si tu n'avais pas eu un moment le rapport d'aîné, est-ce que tu aurais conversé avec lui? Est-ce que tu aurais passé du temps avec lui? Oui, je crois. Le fait d'être aîné m'a beaucoup rapproché de mon père. Et ce qui m'a permis de me rapprocher de mon père, c'est... comment dire? C'est la mort de ma mère. Tu vois? Parce que je pense et je crois que si ma mère était encore vivante, je ne crois pas que je serais à Bédi aujourd'hui. Je serais toujours restée en Eubel, auprès de ma mère. Ma grand-mère n'est plus là, auprès de ma mère. Peut-être mes frères et sœurs seront restés à Bédi avec leur père. Mais moi, je serais auprès de ma mère. Bon, il a fallu que ma mère décède et que je rentre à Bédi auprès de mon père et de mon frère et ma soeur. Et puis là, je me suis dit, je continue le travail que j'ai commencé avec ma mère. Je continue ça avec mon père. Tu comprends? Donc, je ne voudrais pas qu'il soit malade et puis je ne sois pas auprès. Je m'occupais. Il est malade, je lui donne ses médicaments. Tu as pris ça et tout, bois. Et c'est mon père, quand il va écouter, il saura. Parce que chaque fois, quand il a les petits bobos, il m'appelle. Karine, je me sens pas bien. Ouais, qu'est-ce que tu as encore aujourd'hui? Oh là là, je me sens pas bien. Et je discute avec lui, je lui donne ses médicaments, je ne sais pas ce qu'il veut manger et tout. Ça le remonte et tout. Donc, quel souvenir tu gardes de ton... Enfin, parce que tu as vécu donc dans un foyer de femmes, hein? Ce sont les femmes qui sont fortes. Chez toi, il n'y a pas vraiment eu d'hommes. Je veux dire, pas comme les familles où il y a un papa, il y a une maman. Ce sont tes femmes, ce sont les mamans, ta maman et ta grand-mère qui avaient une force quoi. Est-ce que tu penses que ça a déterminé le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, ce soit ultra important pour toi de t'assumer financièrement? Est-ce que toi, tu vois aussi la vie spécialement? Est-ce que toi, tu aspires à une vie où il y a une maman, un papa? Ou est-ce que tu n'es pas dans une conception de te dire obligatoirement je dois me marier et tu penses que la vie te donne? Tout à fait. Notre personnalité reflète ce qu'on a vécu dans notre enfance, ce qu'on a traversé. Tu vois. Alors moi, vraiment, je ne sais pas pour chasser les hommes, mais putain, on ne sait jamais. Celui qui va m'écouter là, peut-être c'est mon futur mari. Ma soeur est célibataire, pardon. Je ne sais pas. Mais pour moi, la conception de mariage, c'était pas trop important pour moi. Tu comprends? Hein? Parce que le mariage, moi je me suis toujours dit, et aujourd'hui je me le dis encore, que le concept de mariage, beaucoup ne connaissent pas ce que c'est que le concept de mariage. Certains se marient aujourd'hui parce que je suis... Son ami s'est marié, voilà, il y a un nouveau boulot. Voilà, je voudrais qu'on m'appelle aussi madame et tout. Non. Et puis dans le foyer, c'est tout autre chose. Quand il y a les enfants, là, c'est très grave. Les enfants subissent ça. Non. Quand on se marie, on doit respecter le principe du mariage là. Et se souvenir que c'est un sacrement aussi. Voilà. C'est le sacré du mariage. Aujourd'hui, l'infidélité est reconnue. On a donné les mains aux hommes que oui, on reconnaît que vous êtes infidèle. On vit avec vous comme ça là. Mais en temps normal, ça ne devrait pas être ça. Tu vois. Aucune femme ne voudrait voir son homme aller avec une autre femme. Surtout quand elle sait que moi je ne le fais pas. Pourquoi toi tu le fais? Tu vois. Donc, il y a tout ça là. Nous les jeunes aujourd'hui, on ne connaît pas trop ce concept. Ce qui fait que moi, l'idée de mariage, c'était pas trop ça pour moi. Pour moi, je m'étais fixé que ma vie c'est avoir mes enfants et m'assumer financièrement avec mes enfants. Si leur père veut être présent, il est présent, il participe, il fait tout. Mais s'il ne veut pas,
c'est son problème. Moi, je m'assume financièrement, je m'occupe de mes enfants. Le chantage émotionnel, la financière, non. Je suis pas dedans. Donc, c'était ça, ma conception de la vie. Bon. Est-ce que c'est par rapport au fait que tes parents se sont séparés? Oui, tout à fait. Est-ce que tu en as voulu à ma mère? Est-ce que tu sais? Non. Est-ce que l'enfant que tu étais, on a voulu à ma mère ou potentiellement... Comment toi tu as vécu ça en fait, le fait d'avoir ton père qui... Tu sais, moi j'étais... Tu as grandi avec papa? Non. Donc jamais de ta vie? Non, j'ai grandi avec mon père. Oui. J'ai grandi avec papa jusqu'à l'âge de... J'avais quel âge? 6 ans. Donc, nous sommes encore enfants. Tu vois, l'enfant, lui, il voit juste ce qu'il veut voir. L'enfant ne connaît pas ce qui s'est passé au fond entre les parents. Tu vois, et il voit juste que mon père n'est plus avec ma mère et tout. Nous sommes séparés, nous ne sommes plus dans la même maison et tout. Mais mon père était présent pour nous. Je n'ai pas dit que comme mes parents sont séparés, mon père n'était plus jamais. Non, mon père, chaque fin d'année, il nous apportait, il nous achetait nos jouets. Il venait à la maison à Neubel, parce que nous, comme on a grandi à Neubel. Mon père était également à Neubel, il a vécu à Neubel avec ma mère. Oui, il nous apportait nos jouets et tout. On s'amusait à la maison. Il venait de temps à autre savoir, vous avez fait comment à l'école aujourd'hui? Il était présent. Tu comprends? Mon père était présent pour nous. C'est juste que je dis encore, il y a des moments dans la vie où l'homme commet des erreurs. La tristesse de ma mère que j'ai vécue, peut-être c'est un moment où mon père vivait également des difficultés, je sais pas trop et tout. Mais quand je vivais la tristesse de ma mère en première, c'est à partir de là que j'ai pris mes décisions. D'être autonome et tout, indépendant et tout. Mais ça ne veut pas dire que mon père n'était pas là pour nous. Je ne veux pas dire que je vais en vouloir à ta mère parce que je ne connais pas ce qui s'est passé entre nos parents. Et puis en première, j'étais déjà née depuis longtemps. Oui. Donc, Je me rappelle en 6e, quand ma mère nous accompagnait une fois à l'école, je crois, elle t'avait rencontré, tu étais encore gamine, mais je ne sais pas si tu te rappelles quand encore. Quand j'étais en 6e. Ah voilà, en 6e. Oui, je t'avais croisé à l'entrée là. Voilà. Oui, je me souviens. Elle t'a rencontré, vous vous êtes salués. J'ai dit, c'est Diane et tout, la fille de... Vous vous êtes salués, après elle est repartie. Et à l'époque, je crois qu'elle achetait les sucettes, des biscuits. Oui. Voilà. C'est assez marrant, tu vois, parce que je me dis aujourd'hui, c'est vrai qu'on est... Bon, enfin, on ne vit pas, on ne grandit pas dans cet univers, mais je me dis quand même que j'aurais bien aimé connaître ta mère, tu vois, parce que à la fin de la journée, tu as des frères et sœurs où on a grandi séparés. C'est-à-dire que nos parents, on va pas parler de nos parents, mais finalement tu grandis séparés et tu ne connais même pas qui est ton frère, qui est ta sœur. Et je crois que si il y a 6 ans, papa ne nous avait pas vraiment réunis, on aurait pu naviguer comme ça. Hein. C'est-à-dire que si ta maman était peut-être encore vivante, tu étais à Nouvelle, moi j'aurais été ici à Bonaprio, on serait croisés que, c'est comment, oui. Il n'y aurait pas eu de lien, quoi. Je n'aurais pas mangé ton Hiro, gagé, tu as ton Hiro hier. Je suis bac à la maison, j'ai réchauffé, j'ai dit que les kilos c'est quoi mon frère? Passe au Hiro. Tu vois, tout ça, et je me dis, c'est vraiment dommage, quoi. Le temps perdu. Oui. Bon, on essaie de se rattraper là maintenant. Oui. Malgré le fait qu'on n'a pas grandi ensemble, aujourd'hui, on fait ce qu'il faut. Mais je pense aussi que parce qu'on a, d'une certaine manière, de manière générale, pardonné à nos parents. Oui. Parce qu'il faut comprendre que les parents font des erreurs, qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Tout à fait. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis, que ce que les parents ont eu à faire. Quand nous sommes enfants, on vit les erreurs de nos parents, mais on ne sait pas ce qui s'est passé au fond. On veut juger l'un ou l'autre, on se dit celui-ci n'est pas là et tout, mais c'est quand on grandit qu'on commence à prendre, à comprendre la vie et tout, on se dit bon, les erreurs de nos parents. Parce que sérieusement, il y a certains enfants qui vivent certaines situations avec leurs parents, séparation et autres, et qui ne reviennent plus vers leurs parents. Ils sont partis. Mais nous, ça n'a pas été le cas. Oui, ça n'a pas été le cas. On est avec notre père. Personne ne sait ce qui s'est passé entre notre père et nous. Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi vous avez dit, vous avez grandi à Neubel. Ça veut dire que vous n'avez pas grandi avec votre père et tout. On dit, oui, on a grandi avec votre père. Mais pourquoi non? Bon, il y a des petits soucis avec les parents, on ne sait pas trop. On a grandi à Neubel et puis avec notre grand-mère. Et pour la petite histoire aussi, ma mère est baranté, ma grand-mère est barantée. Moi, je cause baranté. Pourtant, papa est bafan. Tu vois. Alors moi, je me sens beaucoup plus à la peau
d'une parenté. Mais quand on me dit, tu es d'où? Je dis, tu es d'où? Je suis Bafan. Mais tu causes parenté, pourquoi? Parce que je suis parenté aussi. Elle dit que, mais pourquoi tu choisis parenté de Bafan? Je dis que non, j'ai grandi avec des parentés. Je cause parenté par rapport à Bafan. Au milieu de Bafan, je suis perdu. Je cause pas bien et tout. Mais avec les parentés, déjà ma corpulence montre que je suis une fille parentée, je suis et tout. Donc, mais c'est des choses qui arrivent. On ne choisit pas, mais c'est arrivé. Aujourd'hui, nous sommes tous rapprochés vers notre Père. Mais certains certainement vont se poser la question aussi de savoir si ma maman était vivante, est-ce que je me serais rapprochée de mon père? Je crois que oui. Parce que avant que ma mère ne décède, je vivais déjà aussi à Bédi. Tu vois, on faisait ce qu'on appelle l'alternance entre ma petite soeur et moi. Donc, je faisais une semaine à Bédi. Elle allait à Neubel, restait avec ma mère. Et puis, elle revenait à Bédi. Moi, je rentrais à Neubel. Donc, du coup, mon père, on s'occupait de lui également. Tu vois, et à un moment donné, lui aussi, il a eu besoin d'avoir ses enfants auprès de lui. Tu vois, parce que quand on était ma deuxième année de première, voilà, quand j'ai commencé à prendre mes objectifs, à fixer mes objectifs, il nous a dit, je voudrais que vous rentrez, que vous veniez à Bédi, vivre aussi à Bédi. C'était vraiment difficile pour moi, je ne vais pas te mentir, parce que je me voyais abandonner ma mère, ma grand-mère, pour aller dans un milieu qui m'est totalement inconnu. Voilà. C'était très très difficile. Mon père a tellement bataillé. J'ai dit, je ne viens pas à Bédi. Je ne viens pas à Bédi. Il dit, venez à Bédi. Vous êtes tous tu es en classe d'examen, tu ne dois plus t'amuser et tout. Je dis que je vais rester à Neubel et étudier. Mon père tellement. Et c'est ma grand-mère encore, père son âme, qui me dit, Karine, il faut y aller. Allez-y. C'est pas un problème. De temps en temps, vous allez venir me voir. C'est pas que si tu pars à Bédi, ça ne veut pas dire que tu nous as abandonnés. Vas-y. Bon, et étant à Bédi également, mes objectifs continuaient. Est-ce qu'il y avait plus de dos là-bas? Maintenant, comme tu étais à la source. Oui. En fait, être à la source, c'est pas trop ça. C'était comment? Je vais expliquer. L'argent de beignet, mon père nous accompagnait à l'école. En voiture. On rentrait en taxi. L'argent de beignet, ça continuait toujours, mais la différence c'est que je n'avais plus d'argent à aller. Mais au retour, je suis obligé de prendre un taxi. Ce que je faisais souvent, c'est que... tu marches jusqu'à Ndokoti. Voilà, à Ndokoti. Oh my god! On a tous fait ça. Je t'ai dit. On était à Chevreul, pour ceux qui connaissent à Douala. Tu marches jusqu'à Ndokoti, vers le collège de la Roche là. Voilà. C'est ce que je fais souvent. Alors, les week-ends comme ça, quand papa donnait l'argent pour faire à manger à la maison, je faisais à manger et je prenais une partie, j'allais à Neubel avec. Tu vois? Et c'était tellement automatique. Ma grand-mère et ma mère savaient que le samedi ou le dimanche, je suis à Neubel. Soit avec un petit repas, soit avec un petit truc que je les ai apporté. C'était comme ça. J'ai une amie qui est toujours là, Danielle. Parce que après, si je vois sur la Saint-Michel, vraiment, j'ai eu un parcours. Daniel me dit, chaque mercredi, je disais à Daniel, je m'avais voir ma mamie. Elle me dit, ta mamie que tu parles tout le temps, il faut que je la voie. Que oui. Ma mamie que j'ai laissée à Neubel, là, non, vraiment, elle me manque beaucoup. Chaque mercredi. Donc, j'allais là-bas le mercredi et le samedi. Chaque fois à Neubel. Mercredi, comme on sortait à l'époque à midi, j'allais là-bas et à 16h, je suis revenu à Bédi pour faire mes devoirs et tout. Le samedi, pas le dimanche, parce que le dimanche, il fallait préparer la rentrée des classes le lundi. Donc le dimanche, c'était pas une sortie, pas un jour de sortie. Donc c'était un peu ça. C'est une partie Neubel, c'est une partie de ma vie qui me manque souvent. Oui, parce qu'il y avait tellement une ambiance là-bas. C'est trop bien. Et jusqu'aujourd'hui, j'y vais toujours. Hein. Oui, je vais à Neubel rendre visite aux mamans que j'ai laissées là-bas. J'ai une grand-mère à moi qui était aussi une amie à ma grand-mère. Donc une amie, la femme de son frère. C'est ça que chez nous, chez les parentés, tout le monde est le frère de l'autre et tout. Je suis bon. Donc je vais là-bas. Quand il y a la maman là, il y a notre voisine qui avait le moulin et tout,
qui était aussi une amie à ma mère. Donc quand je vais à Neubel, je commence par chez la grand-mère, je salue. Comment tu vas? Elle a un élo, je sais à Maranté, Tondon. Ceux qui sont Marantais vont comprendre. En français, c'est Tonta. Oui, en Marantais, on prononce Tondon. Donc, je vais chez eux, je salue, on bavarde un peu. Et puis, tac, je vais aussi voir l'autre voisine. On bavarde un peu, ainsi de suite. Pour que. En fait, je le fais pourquoi? Parce que certains vont se dire que je suis quitté. Nous sommes quittés, pas de la pauvreté. Pas dire de la pauvreté. D'un quartier populaire. D'un quartier. Et à l'époque, c'était un quartier au monde de. Oui. Chaud. Voilà. D'un quartier pour aller dans les quartiers des bobos. Tu vois, parce que là, c'est que Bédi, c'était des paniers et tout, c'est le quartier des bobos, comme on dit souvent là. Donc, je le fais pour leur faire comprendre que je ne les ai pas oubliés. Je suis toujours avec eux. C'est pas parce que je suis à la Bédi qu'on va se dire que j'ai changé de train de vie et tout. Non, je vais toujours à Neubel. Toujours, au moins une fois tous les 2 semaines. Je salue, tac, et puis je rentre à Bédi. Quel conseil tu donnerais à une personne qui est aînée, qui n'arrive pas toujours à trouver sa place, qui est souvent en doute? Quel conseil tu donnerais? Conseil, c'est pas facile, vraiment. Si je dis à une personne que le rôle d'aîné, il faut le faire, c'est mentir la personne. C'est pas facile. Dis-toi juste que, comme je dis, si tu t'es fixé comme objectif d'être aîné et que tu as des frères et sœurs têtus qui n'arrivent pas à t'écouter, mets-toi à distance, mais ne les abandonne pas. Tu comprends? Mets-toi à distance, mais ne les abandonne pas. De temps à autre, c'est que ils viendront vers toi pour demander un peu ton point de vue sur certaines choses. Tu pourras conseiller. Tu comprends? Mais ne les abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que vraiment, c'est pas facile. Tu te rends compte que tu es auprès de ta famille, mais un de ces quatre matins, ce dernier t'avance. Peut-être un mot dit que c'est à cause de toi que je suis comme ça aujourd'hui. Si j'avais fait comme je voulais, c'est que, tu vois, il te m'a regretté que, ouais, qu'est-ce que j'ai même fait? Pourquoi est-ce que, tu vois, tu regrettes? Mais non, ne regrette pas. Parce que tu as fait ce que ton cœur te demandait de faire. Si lui, aujourd'hui, trouve que tu avais mal fait, libre à lui. Mais tu as fait ce qu'il fallait. Continue seulement dans ce sens-là. Et ne baisse pas les bras. Et surtout, prier. Vraiment. Parce que moi, au final, c'est ce que je dis. Il faut prier. C'est pas facile. Mais quand on prie et on demande la force, que Seigneur, donne-moi la force de continuer. Si c'est ta mission de continuer, tu vas continuer et aller jusqu'au bout. Alors, avant de te poser la dernière question, qui est de savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quels sont tes rêves? Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites partager avant? Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quels sont tes rêves? Quels sont mes rêves? À 4 ans de 40 ans. Vraiment? 4.0. Aujourd'hui, les go de 40 ans sont choquants. Hein. Ah bon? Ah, c'est fini ça, ma soeur. On devient vieille quand on a 60 ans. Certains me disent souvent que je fais même pas trop mon âge. Non, c'est oui, c'est vrai. Je veux croire que tu as 28 ans. Oui, que je donc, tu es encore bien dans le marché, ma soeur. Que je ne fais pas trop mon âge. Bon, ce que je voudrais qu'on me souhaite, peut-être avoir un homme aussi dans ma vie. Et ma soeur est célibataire. Laisse comme ça. Laisse comme ça d'abord. Ou tu n'es pas célibataire, tu ne dois pas encore dire. Non, je suis célibataire. Je suis célibataire. C'est pour ça qu'elle a insisté. C'est ça qu'elle a insisté que je suis célibataire. Voilà. Et bon, le meilleur prétendant, pas le prétendant parfait. Parce que chaque personne a ses qualités, ses défauts, on s'adapte juste. Le prétendant qui fera mon bonheur, quand il va venir là, je vais l'accepter. Et je vais essayer que je ferai aussi son bonheur et tout. Et faire aussi des enfants. Tu vois, parce que je voudrais aussi que mon père, je porte mon enfant. Oui, c'est pour ça que je dis, je voudrais qu'il soit là des années encore pour voir la fêter ses enfants et tout. Je voudrais qu'il porte aussi mon enfant. Je voudrais pas que ça arrive aussi trop tard. Mais il faudrait que ça arrive. Voilà. On va mettre ça en prière. Ah oui, amen. Que les gars qui viennent là sachent qu'on a des projets pour nous. Donc c'est ça. C'est ce que je souhaite pour ma vie. Continuer, ne pas baisser les bras. Être là pour tous.
même pour toi, je suis là. Oui, bien sûr. Voilà, donc, il y a parce que certains vont se dire que là, elle pas une fois qu'elle parle de son petit frère, de sa petite soeur médecin, médiane et tout, non. Oui. Toi, quand tu es là, depuis que tu es arrivé, quand tu as tes événements, toi là, je t'envoie bien, t'assistes, ton anniversaire, je suis là, les petits événements, je suis présent pour toi. Non, je pense que même quand la question, notamment de la foi, s'est posée, je reviens souvent vers toi pour avoir des conseils. Voilà. Et je crois que plus le temps passe de toute manière, plus je deviens adulte, plus aussi ta place prend de l'importance parce qu'il y a moins le côté insouciance. Moi je suis une aventurière, donc je sais quand je saute là que on te dit que maman est qui m'a envoyé. mais oui, clairement. Et puis surtout là, l'idée c'est surtout d'avoir aussi ton retour parce que évidemment tu as grandi avec Christelle et Larry, donc c'est un fait, et nous on s'est retrouvés un peu plus adultes, donc voilà ce qu'on peut te souhaiter. Qu'est-ce que tu dirais si ta maman était là et ta maman et ta mécène, donc ta grand-mère et ta mère, ça c'était là, qu'est-ce que tu leur dirais, parce que je pense qu'elle nous écoute. Oui, elle va nous écouter. Je suis sûre que ta grand-mère elle dit que tu as encore oublié des choses, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je leur dirais, c'est ça? Vraiment, j'aurais souhaité qu'elle soit toujours là, qu'elle ne soit pas partie assez tôt, oui, qu'elle soit toujours présente dans ma vie et tout. Bon, qu'elle me manque, ça dit, ces deux aides, j'ai pas trop envie de discuter parce que chaque fois que je prononce, il y a toujours une petite goutte de larmes qui veut. Oui, donc j'aime pas trop entrer dans certains détails parce que leur absence me manque énormément. Énormément. Donc, j'aurais voulu qu'elles soient toujours là. Ces deux-là, oui, qu'elles sont toujours là et tout. Qu'elles voient un peu ce que nous sommes devenus. Peut-être pas moi. Quand je dis nous, mon frère, ma soeur, et juste mon frère, lui, je sais que lui, il aurait voulu que sa mère soit là en ce moment pour voir ce qu'il est devenu. Et il allait tout faire pour sa mère en ce moment-ci. Tu vois, parce que souvent on en parle. Oui, il aurait souhaité que sa mère soit là. Bon, moi également, j'aurais voulu que ces deux aides-là soient toujours présentes pour nous voir aujourd'hui, ce que nous sommes devenus, peut-être des femmes, peut-être pas des grandes femmes, femmes d'affaires et tout, mais que nous avons grandi. Que vous êtes bien aussi. Vous êtes heureux, que vous avez trouvé Voilà. Je crois que c'est le plus important. Voilà. Et ça fait de toi et des autres des grandes personnes. Parce que Larry, c'est un exemple. Même Christelle, sont des wow people. C'est ça. Donc, j'aurais voulu qu'elles soient là. Oui. Alors, merci beaucoup, Karine. Merci pour ce moment. C'était un moment intéressant. Chers auditeurs, on aurait pu rester là des heures et des heures parce que finalement, c'est un moment aussi de se redécouvrir et de s'écouter. Alors, nous voilà à la fin du 8e épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie de Karine, Elisabeth Karine Gakko, comme elle s'est présentée tout à l'heure. J'espère que ses mots, son histoire, son partage, ses sourires, ses doutes et ses presque larmes, parce qu'elle a voulu pleurer tout à l'heure, vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. Et Karine et moi, nous serons disponibles pour répondre à vos questions. D'ici là, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.